patronat français reçu par le président Alassane Ouattara, le chef de l'État a présenté les atouts de son pays, la Côte d'Ivoire. Il a souligné que le climat des affaires reste favorable aux entreprises françaises. La 4e revue annuelle de la performance des projets financés par la Banque mondiale lancée hier, le Premier ministre appelle à la levée des obstacles qui freinent la bonne exécution des projets. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a levé jeudi les dernières sanctions internationales qui pesaient sur la Côte d'Ivoire depuis 12 ans. Bonjour à tous. Le président Alassane Ouattara a reçu le patronat français hier. C'est une délégation forte d'environ 150 entrepreneurs et investisseurs issus de divers secteurs d'activité. Le chef de l'État a présenté les atouts de son pays, la Côte d'Ivoire. Il a également souligné que le climat des affaires reste favorable aux entreprises françaises. Jérôme Kofi Abolin pour plus de détails. À la salle des pas perdus du palais de la présidence ce jeudi, d'un côté les chefs d'entreprise de France et de l'autre le patronat ivoirien avec des membres du gouvernement autour du président de la République Alassane Ouattara. Cette rencontre comme une preuve de confiance entre la Côte d'Ivoire et la France, comme l'a indiqué le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brault. Pour le vice-président de la CGCI, Alain Quadio, c'est le signe d'un partenariat sûr entre les deux parties. Lui emboîtant le pas, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a fait savoir que la Côte d'Ivoire et la France, conformément à l'histoire, doivent toujours œuvrer ensemble. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, c'est un grand jour de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara, lui, indique que ce partenariat entre les entreprises françaises et ivoiriennes doit constituer un catalyseur en vue de la création d'emplois pour l'épanouissement des jeunes. 15 années de turbulence, la Côte d'Ivoire est devenue maintenant un pays normal et nous comptons sur vous pour que cette normalité se traduise en croissance encore plus forte, en croissance partagée, en croissance pouvant réduire la pauvreté. Nous avons une politique de faire en sorte que notre jeunesse s'épanouisse en Côte d'Ivoire. Et cet épanouissement ne peut se faire qu'à travers les investissements, à travers la création d'emplois, à travers de meilleures conditions de vie. Notre responsabilité en tant qu'État, c'est de faire en sorte que les conditions de vie soient améliorées pour le quotidien des Ivoiriens, que ce soit les questions d'eau potable, d'électricité, de logements sociaux. Et dans tous ces secteurs, nous avons fait des progrès considérables. C'est ce qui nous vaut d'ailleurs un taux de croissance annuel moyen de 9% au cours des 4 premières années. Et notre ambition, c'est de maintenir ce taux de croissance au-delà de 7-8% jusqu'en 2020, pour nous permettre de réduire la pauvreté de moitié et aussi pour essayer de renforcer davantage l'emploi des jeunes. Au total, ce sont plus de 150 chefs d'entreprise de France qui effectuent une mission économique en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'inciter les entreprises françaises, notamment les PME, dont la délégation comprend 75% de dirigeants, à investir en Côte d'Ivoire. Leurs centres d'intérêt sont entre autres les infrastructures, notamment routières, l'éthique, l'énergie, ainsi que les secteurs agricoles et agroalimentaires. Dans l'actualité ce vendredi, et c'est en image, au Burkina Faso, la Cour de cassation a annulé hier tous les mandats d'arrêt lancés par la justice militaire dans le cadre du dossier du putsch du 16 septembre 2015 et du dossier Thomas Sankara pour vice de forme. Parmi les personnalités politiques concernées figurent Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé, et Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. La première dame, Dominique Ouattara, est à Genève, en Suisse. Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, et la Fondation Cocoa Initiative vont travailler ensemble pour la protection des enfants dans le secteur du cacao ivoirien. Cette volonté de lutte contre la traite des enfants a été matérialisée par une signature de convention, nous dit Jérôme Kofi Abolin. Au cours de cette cérémonie de signature, Mme Esther Aldet, maire de Genève, personnalité haute, a apporté le soutien de sa ville à ce partenariat entre le CNS et la Fondation.
Même son de cloche pour le directeur exécutif de la fondation ICI. Il a salué ce partenariat et loué le dynamisme de la première dame ainsi que son leadership dans la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Saisissant l'occasion, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a tenu à préciser que l'on devra éviter de considérer que les enfants qui accompagnent leurs parents après l'école soient systématiquement comptabilisés comme enfants travailleurs ou enfants exploités. Les spécialistes, au cours de leurs différentes enquêtes, comme celle de Tulane, répertorient les enfants qui accompagnent leurs parents dans les travaux champêtres ou domestiques occasionnels comme enfants travailleurs, au même titre que les enfants qui sont réellement victimes d'exploitation et déracinés de leur foyer. Nous avons cherché les raisons de cette confusion et il s'avère que les enquêteurs se basent sur la 13e conférence internationale de l'OIT qui s'est tenue à Genève en 1982 sur les statistiques du travail et qui stipule que même si un enfant reste 1 heure par semaine au champ, il est considéré comme un enfant victime. Cette situation est difficilement acceptable pour les populations et entrave l'impact de la sensibilisation et des actions sur le terrain. C'est pour cette raison que j'ai décidé de venir rencontrer le directeur général de l'OIT afin de trouver une solution pour ne plus assimiler les enfants qui vivent avec leurs parents et qui mènent des activités socialisantes occasionnelles avec des enfants travailleurs ou victimes d'exploitation. Et je crois que mon message a été entendu, que nous avons trouvé des solutions. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Moussa Dosso, en tant que président du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a apporté la caution du gouvernement à ce partenariat. Il a assuré que l'objectif poursuivi par la Côte d'Ivoire est de parvenir à réduire progressivement, année par année, l'ampleur et l'incidence du travail des enfants pour arriver à son éradication. En sécurité, le Centre de coordination des décisions opérationnelles renforce son dispositif sécuritaire à l'intérieur du pays. Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro et maintenant San Pedro, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité installe une unité du CCDO dans la région. L'objectif affiché est de lutter contre le grand banditisme, la criminalité, le terrorisme et le phénomène des coupes de route dans la région de San Pedro. Abou Sanogo. Le CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, désormais présent dans la région de San Pedro. Les éléments de cette unité d'élite de lutte contre l'insécurité seront très visibles dans cette grande région réputée pour être une zone de prédilection des coupeurs de route et autres grands bandits. Et leur mission est de les traquer afin de faire revenir la quiétude au sein de la population. Leur installation officielle s'est faite en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Le coordonnateur du CCDO, Youssouf Kouyaté, a invité les populations de San Pedro à réserver un bon accueil aux éléments de cette unité. À nos frères, policiers, gendarmes, militaires de San Pedro, le CCDO ne vient pas en concurrent, mais en partenaire. Pour continuer avec vous le travail que vous avez toujours su faire pour la population de San Pedro, celui de veiller sur leurs personnes et leurs biens. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a exhorté la population à une franche collaboration avec les forces de l'ordre. Quand les populations voient un corps habillé, ils doivent être rassurés, ils ne doivent pas être angoissés. Seuls les bandits et les hors-la-loi doivent avoir peur. Je demande aux élus, aux cadres de leur faciliter de travailler en bonne intelligence avec les responsables. Je demande aux populations de redoubler de vigilance. Si vous voyez des choses qui ne tournent pas rond, il faut le dénoncer aux responsables. Si vous voyez des gens et on voit qu'ils ont des activités particulières, ça ne coûte rien, il faut les dénoncer. L'unité d'élite de lutte contre la criminalité dans la région de San Pedro a bénéficié de véhicules tout-terrain et d'équipements. Une visite des locaux a ponctué la cérémonie.
Et vous allez le voir en image, le Conseil de sécurité a levé hier les dernières sanctions qui pesaient sur Abidjan. Elles concernent des sanctions ciblées comme le gel d'avoirs et des interdictions de voyager ou encore l'embargo sur les armes décrété en 2004. L'ONU annonce également le départ définitif de sa mission de l'ONUCI à la fin du mois de juin 2017. Le gouvernement ivoirien s'est félicité de la levée de l'embargo qui permettra d'équiper les forces ivoiriennes pour accomplir leur rôle régalien. En économie, on s'intéresse à la 4e revue annuelle de performance des projets financés par la Banque mondiale. Information essentielle, la qualité du portefeuille des projets financés par le groupe en Côte d'Ivoire est satisfaisante, nous dit Francis Boifo. Lors de la dernière revue de mai 2015, la Côte d'Ivoire se classait de très loin au premier rang en Afrique avec 53%. En ce qui concerne le taux de décaissement des projets financés par la Banque mondiale. Le gouvernement espérait un taux de décaissement de 80% à la même période cette année. Hélas, seulement environ 23% de financement enregistrés. Et cela s'explique. Sur les nouveaux projets, on a quelques aspects institutionnels qui empêchent que les choses fonctionnent totalement efficacement. Il y a les anciens projets qui sont déjà en cours, qui sont déjà même à une base assez mature, mais au milieu quelque part, on trouve des points de blocage, tels que encore par exemple la passation de marché, ou peut-être l'exécution du budget lui-même, ou quelques problèmes de coordination au niveau de l'unité de coordination, qui fait que ces projets n'arrivent pas à vraiment avancer à la hauteur. Situation inacceptable à laquelle il urge de trouver des solutions, dit le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan rappelle qu'au niveau de la passation des marchés publics, des efforts ont été faits. Le délai moyen des procédures allant de l'examen des dossiers d'appel d'offres à l'approbation de marché a été sensiblement réduit, passant de 320 jours à 112 jours. Mais vous savez que l'objectif fixé par le président pour les appels d'offres, c'est 88 jours maximum. La teneur de ces travaux est consignée dans une matrice de diligence, un cadre de suivi regroupant les deux parties qui seront examinés au cours de ces travaux nous aiderait donc à avancer plus rapidement. Le Premier ministre invite tous les acteurs à s'impliquer dans la réalisation des 16 projets financés par la Banque mondiale. Il salue le nouveau cadre de partenariat pays approuvé par le conseil d'administration de l'institution financière et qui couvre la période 2015 à 2019 en vue d'aider la Côte d'Ivoire à bâtir une économie compétitive et inclusive. Et justement, après les performances économiques enregistrées au cours de ces dernières années, la Côte d'Ivoire entame la période 2016-2020. Ainsi, dans le cadre du plan national de développement, le gouvernement ivoirien organise à Paris, en France, du 17 au 18 mai prochain, un groupe consultatif pour la mobilisation auprès de ses partenaires d'un montant de plus de 4 000 milliards de francs CFA sur la période 2017-2020. Sur le sujet, Kabaniale, ministre du Plan et du Développement, était face à la presse hier dans le cadre des rendez-vous du gouvernement. Lassine Bakayoko et Adama Kone. Le gouvernement appelle la communauté financière internationale à soutenir ses efforts dans la mise en œuvre du plan national de développement PND 2016-2020. Le groupe consultatif des bailleurs de fonds prévu les 17 et 18 mai prochains à Paris va permettre de mobiliser 4 425 milliards de francs CFA. Partenaires techniques et financiers, secteur privé national et international, ensemble, mettons le cap sur l'émergence de la Côte d'Ivoire pour assurer un succès franc au groupe consultatif pour le financement du PND 2016-2020. La stratégie du gouvernement repose sur une transformation structurelle de l'économie avec comme moteur les pôles de compétitivité et la transformation des produits de base à l'exportation. À ce groupe consultatif, la part belle sera faite au secteur privé, notamment dans le financement des grands projets structurants, l'industrie et l'agroalimentaire. Nous avons besoin d'un secteur privé fort, plus offensif et peut-être d'une plus grande participation donc des nationaux à ce secteur privé. Sur les risques de surendettement, pas d'inquiétude. L'endettement de la Côte d'Ivoire est maîtrisé. Nous avons un taux d'endettement qui aujourd'hui se situe autour de 40%. Nous sommes dans les normes communautaires. Il faut savoir que pour la norme communautaire, elle est de 70%. Ce n'est pas un objectif. Mais nous avons surtout
une stratégie de maîtrise de la dette qui est éprouvée et qui permet de s'assurer qu'annuellement, la Côte d'Ivoire a la capacité de faire face à ses engagements. Le montant total des investissements à réaliser pour le PND 2016-2020 s'élève à 30 000 milliards de francs CFA. Concernant l'emploi jeune, les questions de l'employabilité et de la réduction du chômage des jeunes au centre des réflexions entre les pays membres de l'UEMOA à Yamoussoukro. Pendant 3 jours, ils vont partager leur expérience en matière d'emploi jeune. Le but, jeter les bases d'une politique commune d'insertion socio-professionnelle et de lutte contre le chômage des jeunes. Léon Brou pour plus de détails. Mali, Bénin, Togo, Niger, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire, même espace à UEMOA, des stratégies nationales pour l'insertion socio-économique des jeunes. En Côte d'Ivoire, le ministère en charge de la question chiffre le résultat de ces initiatives d'une année à environ 50 000 emplois. Politique similaire au Bénin. Nous avons un centre où on forme les créateurs d'emplois avec un soutien financier de manière à ce que ces jeunes-là puissent s'insérer dans la vie active. Certes, ces initiatives produisent des résultats, mais restent limitées face à la problématique de l'emploi des jeunes devenus communautaires dans l'UEMOA, où la jeunesse représente 60% des 105 millions d'habitants. Dans notre espace communautaire, seulement 2 personnes sur 3 sont en situation d'activité. Une femme sur 3 et un homme sur 4 en situation de sous-emploi invisible. 3 chômeurs sur 5 sont des jeunes. Développer une réponse communautaire face au chômage des jeunes, mais avant, partage d'expériences entre les 8 États membres de l'UEMOA avec l'appui du Maroc. Des travaux dans la dynamique d'un plaidoyer en faveur du financement des initiatives jeunes. Il est question au niveau de l'UEMOA qui dispose de près de 120 établissements financiers de faciliter l'accès des jeunes aux différents financements de leurs différents projets. Il est question aussi au niveau de l'UEMOA de nous aider à développer un programme commun à l'échelle de l'UEMOA pour adresser le problème de l'emploi des jeunes dans les différents pays. À fin 2013, la BCEAO évaluait le volume des crédits à la clientèle de l'espace UEMOA à environ 11 000 milliards de francs CFA, dont 17% aux PME, pourtant meilleurs pourvoyeurs d'emplois. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, échange avec la presse et les associations de consommateurs. Les échanges portent sur les sujets d'actualité, cherté de la vie, prix de l'électricité, renouvellement du permis de conduire, transport, logement. Jean-Louis Billon annonce les futures actions à mener pour soulager les Ivoiriens dans cet élément de Koné Pagasoro. Après le lancement de l'opération de vérification des instruments de mesure, moyen de lutter contre la cherté de la vie, Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, multiplie les rencontres avec différents acteurs de la société ivoirienne. C'est avec les médias que le ministre a d'abord échangé sur la question de la vie chère. La Côte d'Ivoire et Abidjan en particulier est une place chère, où nous sommes toujours classés dans les 50-60 villes les plus chères du monde. C'est un combat à mener et ça concerne l'ensemble de la compétitivité de notre économie. Après cette rencontre, le ministre du Commerce a ensuite discuté avec les associations de consommateurs et la question de la cherté de la vie a été une fois de plus le point principal des échanges. Le prix de l'électricité que nous ne supportons pas, les produits de grande consommation. Nous sommes venus lui exprimer tout simplement les mécontentements, les angoisses, les peines des Ivoiriens face à une vie chère. Jean-Louis Billon s'est voulu rassurant sur les actions à mener très prochainement pour soulager les Ivoiriens, sans oublier celles déjà menées. Nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous concernés et nous allons apporter les satisfactions que nous pourrons apporter. Le ministre a indiqué en définitive que la loi sur la consommation adoptée en Conseil des ministres et qui devra être défendue à l'Assemblée nationale va donner plus de devoirs aux commerçants et plus de droits aux consommateurs.
Dans l'actualité également, le président Alassane Ouattara, vous le savez, se rendra à Bouna demain pour apporter sa compassion et son soutien aux populations sur place. Nous allons voir l'ambiance 24 heures avant son arrivée. La ville de Bouna est à l'heure du pardon mutuel. Plus d'un mois après les affrontements entre Lobi et Koulango, toutes les communautés s'engagent à aller à la paix au nom du vivre ensemble. Eugène Atoubé. À un jet de pierre de la résidence du préfet de Bouna au quartier résidentiel, le camp des déplacés, victimes des violences ayant opposé la communauté Koulango et Lobi dans cette partie de la région du Bunkani. Des éleveurs Peuls essentiellement, obligés de se sédentariser là, en cet endroit, contraints à un nouveau mode de vie qu'ils ne s'étaient sans doute jamais imaginé. Ils sont beaucoup abattus, ça il faut le reconnaître, parce que quelqu'un qui était dans son coin et puis du coup, ils se retrouvent en ville alors que ce ne sont pas des gens qui sont habitués à la ville. Donc leur déplacement déjà pose problème. Ce qui fait que ils ont du mal à se retrouver ici. Nous, soulever le peuple, on travaille la brousse. Dans la ville, elle ne peut pas nous ranger. Tous les animaux sont dans la brousse. Sinon, on demande le pardon. Si vous pouvez trouver les solutions pour nous faire la sortie, aller dans le campement, village, on reste là avec les animaux, là que nous range. Le calme revenu à Bouna et dans les contrées qui ont été le théâtre de violence, la vie suit son cours normal. Les populations s'interrogent encore sur les causes réelles de cet affrontement armé entre les communautés Lobi et Koulango, lesquelles ont toujours vécu dans une parfaite symbiose depuis l'histoire du peuplement de l'actuelle région du Bunkani. Tout le monde s'accorde pour dire que l'essentiel, au-delà des meurtrissures, ressentiment et angoisse, c'est de tirer de cette parenthèse douloureuse la sagesse nécessaire pour l'établissement de nouveaux contrats sociaux. C'est une crise qui est arrivée, elle doit prendre fin. Qu'on accepte le pardon mutuel, qu'on accepte de revivre ensemble pour que Bouna, comme l'a dit le président de la République, puisse aussi œuvrer pour l'émergence. Il appelle toutes les autres communautés à jouer bas la terre, à laisser tomber, pour qu'on revive comme vivaient nos papas, nos ancêtres. L'héritage qu'ils nous ont laissé, on doit la préserver. Que celui qui a fauté reconnaisse que j'ai fauté, qu'il demande pardon, et quand même que justice soit faite, et aussi qu'il y ait réparation. Ça, c'est la chose qui puisse rassembler de façon définitive nos populations. Mais pour l'heure, nous sommes condamnés à nous mettre ensemble pour d'abord retrouver la calmie, la paix, et le reste se fera après. À Bouna, on veut croire en la grande capacité de règlement de conflits des leaders des communautés Koulango et Lobi, avec ce regard particulier sur leurs élus et cadres respectifs, dont l'implication totale et sincère est fortement attendue. C'est le rêve que partagent fonctionnaires, agents de l'État, opérateurs économiques et les autres communautés au nom de la cohésion sociale et la paix dans la région du Bunkani. Ce qui s'est passé là, on ne souhaiterait pas que ça se répète. Vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Ça gâte les activités. Bon, ça retarde le pays. Les enfants ne pourront pas aller à l'école. Bon, la population, ça freine les activités. Aucun de nous n'est tranquille. On ne dort pas bien, on ne mange pas bien. Vraiment, ce n'est pas du tout bon. Je souhaite que les autorités de la région et d'ailleurs viennent ici à Bouna pour trouver une solution qui n'est pas loin. Je pense qu'elle n'est pas loin. S'il y a encore des éléments cachés, qu'on les ressorte pour qu'on aille à une entente parfaite, à une harmonie parfaite. Pendant que se dessine le schéma du règlement total et définitif de ce conflit, les déplacés, eux, bénéficient sur les sites d'accueil de l'assistance du gouvernement et des organisations humanitaires. Mais quand vont-ils regagner leur lieu de vie d'avant conflit? Ils s'interrogent toujours. Et voilà, la ville de Bouna accueille donc demain le chef de l'État. Dans le domaine de l'environnement, l'Office ivoirien des parcs et réserves a organisé un atelier pour faire le bilan des activités menées au cours du premier trimestre de l'année 2016. On fait le point avec Chantal Eouma à Kandan. Au premier trimestre de l'année 2016, un certain nombre d'activités ont été menées pour la protection du parc national d'Azani.
Il s'agit, entre autres, de patrouilles ordinaires et d'envergure, d'une session du comité de gestion locale du parc national, de conférences organisées en milieu scolaire pour une éducation environnementale, de l'organisation d'une visite guidée d'une 50aine d'élèves de l'appui aux populations locales. Ces actions menées dans le cadre du plan action annuel ont fait l'objet d'un atelier de suivi-évaluation qui a réuni les parties prenantes dans la gestion du parc. Ces acteurs se sont réjouis de l'impact de leur collaboration. Nous nous retrouvons chaque 3 mois pour faire le point des activités, pour voir exactement quelles sont les activités programmées qui ont pu être mises en œuvre. S'il y a des inerties, ensemble, l'ensemble des parties prenantes prennent des dispositions pour lever ces inerties. Le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Rémi Alakwadio, a félicité la bonne marche du projet de conservation des réserves nationales qui bénéficie du financement du contrat de désendettement et de développement. Je note que le projet Corina, le projet donc de conservation des ressources naturelles qui finance le parc national d'Azani, a commencé timidement et avec ce que nous venons de voir, nous sommes rassurés que le projet a atteint sa vitesse de croisière. Donc je voudrais encourager les différents acteurs à poursuivre sur cette lancée. Prochain atelier trimestriel de l'OIPR sur le parc national d'Azani se tiendra dans le courant du mois de juillet. En image, ce salon du bâtiment organisé par une entreprise marocaine qui veut partager son expérience dans le domaine du bâtiment avec la Côte d'Ivoire, une plateforme de rencontres et d'échanges qui met en scène plusieurs offres. Et puis, le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle pour un 4e mandat consécutif. Le président Alassane Ouattara, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, lui adresse un télégramme pour sa brillante élection, tout en assurant le président de Djibouti et son peuple de sa disponibilité à œuvrer de concert au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. On revient sur cette actualité culturelle qui a marqué le monde, le décès de Papa Wemba. La dépouille du chanteur Papa Wemba est arrivée hier à Kinshasa. Une foule immense était présente pour accueillir le cercueil blanc et rendre hommage au roi de la rumba congolaise. Serge Kolia, notre envoyé spécial à Kinshasa. 46 ans de mariage, ça peut pas se terminer comme ça. Dernier adieu à 5 h du matin à la base aérienne d'Abidjan avant le départ pour Kinshasa. La délégation congolaise a tenu à saluer le peuple de Côte d'Ivoire pour le bel hommage rendu à Papa Wemba. Nous avons été très touchés de voir les autorités ivoiriennes décerner à titre posthume la décoration la plus honorifique de Côte d'Ivoire, commandeur de leurs ordres. Maintenant, Jules Presley, Papa Wemba, viens, on rentre à la maison. Aéroport Ndjili de Kinshasa. Il est un peu plus de 9 h ce jeudi 28 avril. La dépouille vient d'arriver. Instant d'émotion, de douleur. La RDC se tient aux côtés de Maman Amazon, l'épouse du défunt, pour le pleurer. Les Kinois sont mobilisés pour témoigner leur affection et surtout leur reconnaissance à l'icône de la rumba, le roi de la sape, la société des ambianceurs et des personnes élégantes qui aura été un digne ambassadeur de son pays aux 4 coins du monde. Le chef du village Molokai a eu droit aux honneurs. Sur le boulevard Lumumba, la population attend son héros, sa star, Papa Wemba, décédé le dimanche 24 avril à Abidjan, le micro à la main. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama. No kibaloba balarme ya crocodile. Moto aza mordu na sango ya liwa. Papa Wemba reste tout simplement vivant dans tous les esprits. Le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Des obsèques d'envergure nationale sont prévues les lundis 2 et mardi 3 mai prochains. Voilà, et c'est la fin de ce 13 h. Merci de votre fidélité.